Mesdames, Messieurs, les phytomédicaments sont une réalité séculaire en Afrique. La pratique a encore de beaux jours devant elle et certains qualifient même ces prouesses de recettes de grand-mère. De plus en plus, les chercheuses et autres curieux s'invitent dans le domaine et cherchent donc à donner une valeur scientifique aux fruits de leurs recherches. Malheureusement, les inventions et autres découvertes faites par des phytothérapeutes se heurtent le plus souvent aux réalités du monde scientifique moderne. Il faut prouver l'efficacité du produit à travers des tests spécifiques. De l'autre côté, des voix s'élèvent également pour qu'enfin cette médecine soit reconnue comme telle. Alors face à cette évidence, faut-il abandonner ou continuer la recherche au niveau des plantes? Est-ce l'Occident qui doit donner onction aux produits de recherche issus des plantes afin que l'Africain en soit sauvé? C'est entre autres préoccupations, mesdames, messieurs, pharmacopée, reconnaissance des produits. L'Afrique doit-elle inventer ses propres standards en termes de normes? C'est là la grosse interrogation autour de laquelle nous allons discuter ce matin. Et pour en parler, je reçois pour vous le père Luc Armand Boudéa, évêque missionnaire, catholique, traditionnaliste et en même temps exorciste. Beaucoup d'œuvres à son actif. Je vous avais déjà dit les plantes de A à Z, mais également je suis mon propre guérisseur. Sont entre autres ses publications pour ce qui concerne ses recherches sur la médecine pratiquée par les plantes, via donc les plantes. Merci évêque d'être là. En face de vous, c'est Dr Orensa Avouyassou. Merci d'être là. C'est la première fois que vous participez donc à cette émission sur nos plateaux. Encore une fois, merci donc d'honorer cette émission. Vous êtes pharmacologue, enseignant, chercheur également. Beaucoup d'autres casquettes que vous aurez donc à révéler à nos téléspectateurs d'ici là. Alors, Docteur Orensa Avouyassou, vous avez suivi l'actualité de Covid-19 par exemple. Beaucoup de scientifiques sont invités dans le débat. L'on parle de chloroquine par ici, des innovations sur le plan phytothérapeutique également sur le continent africain, beaucoup plus. Mais l'unanimité à ce jour n'est pas faite encore pour ce qui concerne Covid organique par exemple, inventé à base de plantes à Madagascar. Alors votre réaction en tant que pharmacologue? Merci, monsieur le journaliste. Je dis bonjour à son Excellence, Monseigneur Boudéa. Je dirais que par rapport à la Covid-19 que nous avons connue et que nous connaissons toujours, il y a des décès de formulations qui se sont prononcées sur le continent et qui n'ont pas fait long chemin également. Donc je pense qu'il faudra redéfinir le processus de validation scientifique des phytomédicaments développés en Afrique et également de s'unir pour aller contre le monde pour pouvoir valoriser les plantes africaines que nous avons connues jusqu'ici et qui sont d'efficacité certaine. Alors, juste cette même préoccupation, évêque Boudéa, vous vous êtes déjà prononcé, surtout par rapport à ce qui attend le président malgache. Quelques mois plus tard, Covid organique, c'est toujours utilisé à Madagascar, mais aujourd'hui, on note des pertes en vies humaines liées au Covid-19. Est-ce que comme ça, le médicament n'a finalement plus prouvé son efficacité, selon vous? Non, dans la recherche scientifique, c'est toujours une complémentarité par rapport aux phytomédicaments. Il faut pouvoir aussi prouver l'efficacité des produits. Connaître aussi la maladie, c'est ça la question. Parce que la maladie de Covid n'a pas les mêmes formes en réalité. Même à écouter quelques revues en Chine, ils ont parlé de Covid de forme A et d'autres formes. Donc, s'il y a un médicament qui agit sur une forme, il faut pouvoir connaître avec précision quelle forme de Covid le médicament est en train de combattre. Et le climat aussi dans lequel le médicament travaille. Ouais. Seulement que quelquefois on constate une réticence, quelquefois même il y a un surdosage quelque part. Quelquefois c'est une méchanceté aussi pure où les phytomédicaments sont intoxiqués volontairement pour montrer que l'efficacité n'est pas prouvée. Donc, on doit pouvoir vraiment voir, parce que les phytomédicaments habituellement ne sont pas si toxiques pour l'organisme.
Alors, vous êtes pharmacologue, je l'ai dit tantôt. Vous avez aussi un institut qui travaille sur la recherche donc, en phytomédicaments. Vous parliez tout à l'heure, vous avez utilisé du moins une expression, la validation des phytomédicaments. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement. Je dirige un institut de recherche pharmacologique et clinique, effectivement. Je suis président de l'association Santé sans frontières. Donc, nous avons mené beaucoup d'actions dans la lutte contre les maladies à la base. Donc, à ce jour, je dirais que les phytomédicaments, dans leur développement, c'est parce que nous avons une certaine foi en ces plantes que nous nous sommes aventurés à aller les questionner. Entre griffes, d'accord? Donc le questionnement, c'est déjà le processus de validation scientifique. Pour qu'un médicament soit reconnu, soit accepté, entre dans l'arsenal thérapeutique du pays ou d'un pays donné, il faut quand même un certain nombre de pratiques scientifiques, d'études scientifiques pouvant aboutir à cette mise sur le marché, d'accord? Et aujourd'hui, l'information manque à nos chercheurs traditionnels, à nos chercheurs sur les plantes, pour pouvoir faire valoriser leurs produits sur le marché, d'accord, et pour le bien-être des populations. Parce qu'il faut aujourd'hui reconnaître que 85% des populations africaines sont encore liées au traitement traditionnel. Et seulement 15% peuvent s'offrir des soins en médecine moderne. D'accord? Donc, le problème se pose à la base. Les populations n'ont pas les moyens d'aller vers ces traitements qui sont parfois très coûteux. D'accord? Donc, ils s'adonnent à cette médecine-là qui est la médecine africaine. D'accord? Et qui aussi fait ses preuves. D'accord? Donc, il faut quand même aller questionner par ce processus de validation scientifique ce chemin d'études qui permet aux scientifiques, d'accord, de valider ce produit-là qui est formulé par le chercheur en médecine traditionnelle pour pouvoir dire, bon, ce produit-là peut être accepté dans les officines pharmaceutiques ou bien ce produit de santé peut être inséré désormais dans le panel de produits de santé qui entrent dans le traitement des maladies à la base. Des maladies à la base, on va spécifiquement choisir une tout à l'heure pour évoquer cela. Mais avant, docteur Père Boudéa, dites-nous, vous qui manipulez les plantes, surtout les écorces, les racines, les feuilles, est-ce que vous pensez que vous devez forcément recevoir d'un spécialiste, fut-il du monde moderne, scientifique, pour vous dire oui, telle plante est valide pour être appliquée sur telle maladie? Aujourd'hui, avoir national avec les principes même établis par l'OMS pour pouvoir valider les produits pharmaceutiques, la phytothérapie. Il y a des ouvertures quand même, hein, parce qu'on reconnaît partout dans le monde entier qu'il y a une synergie d'action. Seulement que quelquefois, il y a le petit combat qui se fait et puis on rejette systématiquement à cause mais il n'y a pas un médicament aujourd'hui qui ne puisse être issu de la phytothérapie. Tout ce qui existe, la substance active quitte la phytothérapie. Donc, comment reconnaître le produit, le traitement traditionnel qui se fait. Nos grands-parents avaient toujours utilisé les tisanes, sans ça donnait au comprimé, mais ils ont eu vraiment la parfaite santé, ils ont eu la longévité. Donc, même le médecin moderne, même en face des réalités et en face même des maladies, quelquefois se dit, tel que ça se présente, il vaudrait mieux aller vers la tradition, aller vers la phytothérapie pour trouver des solutions complémentaires. Et il y a même d'autres médecins qui font vraiment des efforts pour pouvoir valoriser. Mais est-ce que ça ne vous surprend pas que dans le même temps que ces médecins modernes recommandent la phytothérapie, on s'oppose également à la mise sur le marché de ces produits issus de la phytothérapie? Oui, c'est pourquoi je dis c'est une question nationale, c'est une question de personnalité où on ne veut pas
trop. Parce que c'est une question économique, il faut comprendre. Tout ce qui est de produits pharmaceutiques, c'est une question économique. Et les produits de la phytothérapie, rapidement, et à côté, à quelques mètres, on retrouve facilement. Donc, si on encourage beaucoup plus les gens à aller vers la phytothérapie, il y aura un risque, un échec sur le plan économique. Donc, pour ne pas avoir des pertes, ils sont obligés de déconseiller, mais au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que la médecine moderne continue toujours de répondre aux aspirations, de continuer toujours de guérir et n'a rien fait. Docteur Orès, est-ce que vous êtes d'avis que c'est juste une guerre des firmes pharmaceutiques qui fait que la phytothérapie a des difficultés à émerger? Bon, je voudrais, monsieur le journaliste, recadrer un peu les propos de son Excellence Monseigneur Boudéa. Dans un premier temps, il disait que les produits n'étaient pas aussi toxiques, les produits n'étaient pas nuisibles pour nos populations, pour nos grands-parents, d'accord, qui se soignaient quand même à base de plantes. Mais aujourd'hui, moi, je peux me permettre de dire, en tant que pharmacologue, que chaque produit de santé a certainement une petite toxicité. La toxicité, ce n'est pas nécessairement la substance, d'accord, que comporte la plante, mais c'est aussi la dose thérapeutique, d'accord. Donc, la toxicité, ce n'est pas ce que le patient prend et en meurt immédiatement, d'accord, mais c'est aussi ce que le patient prend qui lui donne une certaine lourdeur, peut-être une somnolence, il y en a plein d'autres. Hein. Donc nous appelons aussi toxicité ces aspects que peuvent présenter des patients à un moment donné, d'accord. Maintenant, les organismes ne sont pas les mêmes, d'accord, partout. Donc le fait qu'un patient ne supporte pas un produit de santé, que ce soit d'officine pharmaceutique moderne ou que ce soit de la phytothérapie, ne justifie pas que les deux patients vont présenter les mêmes degrés de toxicité, d'accord, c'est-à-dire les effets indésirables que nous constatons chez un patient peut ne pas être les mêmes, d'accord. Donc, je vais par là expliquer un peu pourquoi certains médecins peuvent recommander la phytothérapie à des patients dans une certaine limite donnée et pourquoi d'autres sont radicalement contre. La médecine traditionnelle africaine présente un certain nombre de divergences par rapport à la médecine moderne qui sont que moi je développe en trois aspects, d'accord. Nous avons le concept de la santé et de la maladie chez l'Africain, d'accord. Nous avons dans ce concept-là trois dimensions. Nous avons la dimension physique, d'accord, cette dimension qui permet aux phytothérapeutes de traiter la personne. Nous avons la dimension sociale, c'est-à-dire est-ce que la personne est en de bons termes avec son entourage, ce qui pourrait avoir des répercussions sur sa santé ou bien sur son activité, sur son être en général. D'accord. Il y a la dimension spirituelle que le thérapeute africain considère assez souvent, qui peut provenir, qui dit que la maladie peut provenir de faits spirituels non expliqués vraiment par la médecine moderne. D'accord. Donc, à part ce concept de la santé et de la maladie chez l'Africain, nous avons également la démarche diagnostique. D'accord. Comment est-ce que l'Africain parvient à diagnostiquer une ou telle autre maladie? D'accord. Et la démarche thérapeutique aussi. D'accord. À part la démarche thérapeutique, nous avons les moyens thérapeutiques. D'accord. Donc, certains médecins, certains chercheurs considèrent tous ces aspects-là et disent que la médecine africaine est totalement différente de la médecine moderne. Maintenant, comment arrive-t-il que certains chercheurs ne préconisent même pas, ne conseillent d'office pas à la personne d'aller se faire traiter dans le traditionnel? C'est-à-dire, le médecin veut avoir
un produit, d'accord, qui puisse être bien étudié, d'accord, c'est sa formation, d'accord, on lui concède ça. D'accord. Donc, il veut un produit étudié qui a fait le processus de validation scientifique que nous allons détailler tout à l'heure pour que les chercheurs en médecine traditionnelle puissent quand même suivre ces voies-là pour valider leurs produits scientifiquement et pour que les officines pharmaceutiques aussi puissent accepter leurs produits dans leur rayon. Donc, vous ne pensez pas que c'est une guerre de firmes, pas l'argent qui est forcément le nœud du problème? Non, en fait, c'est un aspect, d'accord? Non négligeable. Oui, c'est un aspect non négligeable parce que il faut dire que les firmes pharmaceutiques arrangent tout aujourd'hui et à la fois n'arrangent pas grand-chose, d'accord? Donc, il ne faut pas... il y a les grands poissons qui mangent les petits dans la mer, d'accord? Donc, du moment où vous n'avez pas des preuves solides, d'accord, qui soutiennent l'efficacité, parce qu'il ne s'agit pas de dire dans la bouche que telle ou telle autre plante guérit telle autre maladie, d'accord. Donc il faut soutenir. Je suppose, nous sommes ici dans ce studio, d'accord, et il y a eu peut-être vol de moto dehors, et puis nous sommes les seuls dans tout l'immeuble, et puis quelqu'un vient ici et dit, mais qui a volé ma moto? Vous deux, monsieur le journaliste, monsieur l'évêque, vous dites non, moi je ne suis pas sorti depuis 3 jours. Moi je suis là, je ne dis rien, d'accord, on va m'accuser. D'accord. Donc la médecine traditionnelle africaine ne dit rien, ne dit pas grand-chose dans le processus de validation scientifique des médicaments, de ces médicaments. Donc il faut se débattre. Hein? Il faut se lever, il faut s'affirmer. Mais comment s'affirmer? Ce n'est pas de bouche à oreille. D'accord? C'est quand même d'études que nous allons, dans cette émission, si vous le permettez, détailler. Oui, on va en parler forcément parce que ça préoccupe plus d'un. Voilà, évêque Boudéa, ce n'est pas seulement le volet financier, il y a beaucoup d'autres aspects qui sont donc à prendre en considération. Selon Dr Orens Avouyansou, il faut le caractère thérapeutique du malade qui entre en jeu. Il y a sa conception même de la maladie, son environnement social également qui influence, et puis le diagnostic posé, parce qu'on peut traiter par exemple une fièvre typhoïde en lieu et place d'un paludisme, ainsi de suite. Alors quand tout ça réuni, est-ce que vous vous sentez vraiment engagé par rapport à ces propos? Avec ce qu'il dit, il a raison par rapport à ce qu'il dit, mais je vais dire avoir les pays qui se sont rendus plus conscients de ce qu'ils ont comme richesse, comme aujourd'hui la Chine par exemple, l'Inde par exemple. Ouais, les scientifiques sont formés pour pouvoir quand même diagnostiquer le mal, et sur le marché, ils font tout pour pouvoir traiter les patients, retourner vers la phytothérapie pour traiter les patients avec ce qu'ils ont. Mais chez nous, on n'a pas cette réalité-là. On n'a pas cette réalité. On est tourné vers le blanc, les films du blanc, et puis on est plus malade, il faut dire aujourd'hui. Regarde nos hôpitaux, regarde tout ce qui se passe. Et on se demande, moi-même personnellement, je me suis demandé plusieurs fois, est-ce qu'on arrive effectivement à mieux diagnostiquer, et effectivement à mieux traiter nos patients? Parce qu'aujourd'hui, c'est comme un échec, pour ne pas dire que c'est totalement un échec, mais on se dit, mais vous savez ce qui se passe avec la gestion même des cas, des problèmes de santé, avec la gestion des problèmes de santé, qu'est-ce qui allait se passer si on se retourne simplement, par exemple, on se retrouve dans notre tradition, par exemple, on constatait que nos anciens, nos parents, se font traiter. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas, comme je dis, il faut forcément une synergie d'action, parce qu'il faut diagnostiquer le mal. Mais une fois que le mal est diagnostiqué, un individu qui dit « Ah, je suis malade, est-ce que tu étais à l'hôpital ?» Le mal est diagnostiqué rapidement, avec un traitement mixte, on arrive à aboutir facilement. Donc,
aujourd'hui, il y a les radios, beaucoup de choses qui se font à l'hôpital, que la médecine traditionnelle n'a pas pour pouvoir diagnostiquer. Mais si on connaît le mal, on doit pouvoir juguler ça, on doit pouvoir guérir ça. Mais l'autre handicap au niveau de la phytothérapie, surtout en Afrique, est-ce que ce n'est pas le fait qu'un seul individu se lève pour dire qu'il traite 1000 maladies à la fois? Non, de part, la phytothérapie en Afrique a aussi une histoire et a une évolution. Donc, les gens, quelle que soit la maladie d'ailleurs, les gens font des efforts. Vous voyez. Et la maladie, comme le docteur vient de dire, ce n'est pas seulement clinique. Ouais, la maladie est spirituelle, la maladie est morale, la maladie est diabolique. Même l'individu qui va à l'hôpital, il est même derrière dans son cœur, il se dit que ce n'est pas la solution là-bas, que ce n'est pas la solution. Donc il veut se retrouver dans un milieu où, avec sa croyance, avec ses croyances, il veut se faire traiter. Donc, il y a des gens même qui vont, les médecins font des prescriptions, ils achètent des produits, et après le médecin constate qu'ils n'utilisent pas. Simplement parce qu'ils ne font pas foi aussi à ces produits-là. Et ils se disent que la maladie, c'est sûrement spirituel, c'est sûrement diabolique, et c'est lié à l'anthropologie de leur milieu. Vous voyez. Donc, de part tout ça, on doit pouvoir rester, et on doit pouvoir traiter l'homme en entier. On doit pouvoir le traiter en entier, et il faut forcément des choses de la médecine moderne. Alors, docteur Orens Avouyassou, une réaction ou bien je peux aller avec ma question? Oui, une réaction toujours pour enchérir les propos du Monseigneur. Je dirais que le fait qu'il y a des méthodes, des moyens de diagnostic aujourd'hui qui sont très développés, la radiographie, l'échographie, le scanner, les tests de laboratoire et tout ça, mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine population qui n'a pas assez moyens diagnostiques, d'accord, assez possibilités de diagnostiquer leur maladie, d'accord. Et ces populations-là sont des populations qui sont peut-être au village ou bien qui sont en ville, mais qui n'en ont pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, je suppose, pour faire une échographie gynécologique, il faut en moyenne 15 000 francs CFA. D'accord. Donc, c'est toute une fortune ailleurs. Oui, c'est toute une fortune ailleurs. D'accord. Donc, il y a des gens qui vivent avec moins de 500 francs par jour. D'accord. Donc, il faut dire que tout ça fait que l'Africain préfère considérer son milieu immédiat et considérer le social, le spirituel et aller vers le phytothérapeute qui est lui à proximité et qui peut l'écouter. D'accord. Donc à part cela, pourquoi est-ce que les thérapies dites traditionnelles, c'est-à-dire en médecine traditionnelle africaine, ne sont pas aussi acceptées par certains médecins? C'est parce que il y a un seul produit qui peut posséder un très large éventail d'indications thérapeutiques, d'accord. Donc tous ces aspects-là font que le personnel traitant parfois est réticent, d'accord. Sinon, les plantes sont très efficaces, d'accord, mais il faut quand même les utiliser en suivant quand même un processus scientifique pour plus de visibilité sur son produit. Alors cette émission, nous ne la faisons pas pour nous, mais pour le bonheur des téléspectateurs qui ont toujours des exigences de plus en plus, des voix s'élèvent pour demander, au lieu de parler de plusieurs recettes à la fois, de choisir par exemple une maladie de la société et d'évoquer donc cette maladie avec les plantes qui accompagnent. Vous êtes aujourd'hui sur ce plateau, c'est une chance pour nous d'avoir donc un pharmacologue. Si je prends par exemple votre institut, vous travaillez par exemple sur la maladie de la prostate. Alors pourquoi vous avez choisi cette maladie? Merci monsieur le journaliste. L'institut que je dirige, l'Institut Abbé Romain Dailly, est un institut de recherche pharmacologique et clinique. C'est-à-dire de rechercher et de valider des médicaments, d'accord, et de faire des recherches sur aussi de la prise en charge. Donc, nous ne sommes pas seulement dans la prise en charge des pathologies prostatiques. Nous avons démarré par là parce que pour valider un médicament, il faut du temps. Il faut
voire des années. D'accord? Donc, nous sommes actuellement dans la prise en charge des maladies prostatiques parce que nous en avons terminé. D'accord. Nous sommes dans d'autres recherches actuellement. Nous avons presque terminé les recherches avec l'hyperglycémie, le diabète, d'accord. Et le niveau auquel nous sommes donne des résultats très meilleurs, d'accord, par rapport aux médicaments existants déjà sur le marché. Donc, nous avons aussi choisi commencer par les pathologies prostatiques parce que quand nous prenons le cas du cancer de la prostate, c'est le premier cancer le plus souvent diagnostiqué chez les hommes vieillissants. D'accord? Donc vous êtes à la retraite ou bien vous êtes proche de la retraite. Et puis, du coup, il y a une maladie, cancer de la prostate, qui s'installe et qui ne vous permet plus de vivre assez longtemps, de profiter de votre retraite. Donc, avec les moyens aujourd'hui de traitement qui sont les coûts de traitement qui sont très élevés aussi, nous avons voulu nous mettre dans cette danse-là, mais en nous basant sur les plantes que nous avons étudiées en Afrique. Et pourquoi nous les avons étudiées en Afrique? Parce que quand on parle de la prise en charge des pathologies prostatiques, que ce soit l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate, il y a des recherches phytothérapeutiques qui ont été réalisées par l'industrie pharmaceutique. D'accord? Donc, jusqu'à 4 plantes sont rentrées dans la danse de ces études-là. Mais en Afrique, il n'y a qu'une seule plante qui a été retenue, qui s'appelle le Pygum africanum, le prunier d'Afrique. Donc, cette plante-là, cette seule plante-là, pour toute une Afrique verte, non, je ne pense pas. Donc, ça qui vous a obligé. Justement, donc nous sommes rentrés dedans et nous avons fait des enquêtes ethnobotaniques, nous avons recensé un certain nombre de plantes que nous avons étudiées au laboratoire, mais qui ont donné leur efficacité, d'accord, et qui traitent les personnes guérissent très bien et ont toute leur longévité. Alors, Père Boudéa, vous êtes dans les plantes, on vous connaît déjà pour cela, de façon spécifique. Est-ce que vous parlez également prostate? Oui, bien sûr. Ça fait partie aujourd'hui de la maladie contractée par aujourd'hui les personnes de deuxième, troisième âge. À partir de 45 ans déjà, ou 40 ans pour certains, la prostate se développe. L'adénome devient un problème. Et c'est une lutte acharnée pour pouvoir faire face, pour pouvoir prévenir d'abord et pour pouvoir maintenant se faire guérir. Et pour compléter, il y a aussi les cancers qui sont vraiment décelés et puis les individus se trouvent totalement perdus. Donc on ne peut pas rester là sans pouvoir faire face. Et comme le docteur vient de le dire, il y a des produits qui sont signalés chez nous, il y a dans la phytothérapie, mais d'autres ont leurs manifestations terribles. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit, il faut que les autres chercheurs nous donnent la possibilité de montrer nos plantes pour voir comment on arrive nous-mêmes à éliminer facilement, à réduire l'adénome facilement, l'hypertrophie, l'hyperplasie de la prostate, à pouvoir régler l'adénome. Mais les cas de cancer, ça devient les cas les plus compliqués. Mais la base de la phytothérapie, mais dans nos traditions, tout ce que moi j'ai trouvé dans nos traditions, il y a pas mal de produits que nous avons sur le terrain qui agissent suivant les symptômes qui se présentent. Le symptôme de remplissage, par exemple, au moment où la personne n'arrive pas vraiment, il s'en envie, comment il faut corriger ce que nous avons sur le marché, et la phase les fonctions de la mission et les post-missions. Il y a des tisanes qui sont en jeu pour pouvoir régler ces problèmes-là. Alors, vous avez quelques racines avec vous. Est-ce que ces racines interviennent dans le traitement ou la prévention de la prostate? Bien sûr, nous avons sur le terrain, le docteur vient de parler du premier africain. C'est ce que les gens appellent le fongoto. Et le premier africain, et ça, c'est scientifiquement, ils ont démontré, et nos parents savaient comment utiliser pour pouvoir se faire traiter de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Et savent ça. Donc, c'est sur le marché.
J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, mais il y a la graine de courge. De ce truc que l'on dit, la graine de courge qui est sur le marché. C'est un produit qui se trouve au marché, c'est chez nous. Il y a les feuilles d'ortie qui sont un peu partout, qu'on utilise pour pouvoir régler ce problème-là. On a chez nous. Il y a l'écorce, par exemple, de papaye mâle. Qui agit, qui prévient, c'est-à-dire la personne qui commence par ressentir quelques symptômes de la prostate pour ne pas que la maladie soit aggravée. Il y a la racine du papaye mâle, par exemple, qu'on conseille aux gens et ils utilisent et sont satisfaits. On va venir tout à l'heure à d'autres racines. Docteur Orens Avunassou, l'évêque parlait tout à l'heure de la possibilité que les scientifiques doivent leur donner pour prouver donc l'efficacité de leurs plantes, de leurs recherches sur le terrain. Ça pose toujours le problème de validation que vous avez évoqué. Alors, c'est quoi concrètement? Merci. Je vais d'abord parler si vous me permettez, de la pathologie même et de sa prise en charge. Après, je vais développer les étapes de recherche qu'il faut pour que un produit soit accepté de tous sur le marché. Il faut qu'on reste quand même dans le temps. Donc, si vous pouvez aller rapidement, ce serait bien. D'accord. Donc, je dirais que en ce qui concerne les pathologies prostatiques, il y a des recherches qui ont été effectuées, d'accord, tant sur le plan de la médecine moderne que sur le plan de la médecine traditionnelle africaine, d'accord, dont des produits ont été développés et qui sont très efficaces, d'accord, même chez nous, dans notre institut. Mais comment faire parvenir ces produits-là aux populations par un canal éclairé, d'accord, pour que les populations même soient confiantes de ce que ce produit-là est efficace. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la recette, de rester chez soi et de traiter les choses. Mais le fait de passer par le processus de validation scientifique amène le chercheur à être plus visible avec son produit, d'accord, et à être accepté de tous pour son produit. Maintenant, quand vous détenez une recette, d'accord, il faut aller dans des laboratoires. D'accord. Il faut d'abord étudier le screening, d'accord, faire le screening phytochimique de cette plante-là, c'est-à-dire la recherche de la ou des molécules que comporterait cette plante et qui pourrait agir sur telle ou telle autre maladie, d'accord. Il y a des molécules, des tanins par exemple, des phytostérols, des tritépènes et des alcaloïdes. Quand vous reconnaissez à travers ce screening phytochimique de ces substances, ces molécules-là, vous savez que automatiquement ces molécules-là, cette plante-là peut agir, peut avoir des activités anti-inflammatoires ou antibactériennes aussi ou ça. D'accord. Maintenant, après le screening phytochimique, vous passez quand les plantes que vous avez amenées ont été étudiées comme ça, vous avez sous la main maintenant des plantes qui comportent un certain niveau, c'est-à-dire des doses élevées ou des doses faibles, d'accord, de ces molécules-là. Donc, vous savez déjà quelle plante choisir pour continuer votre étude. Après cela, vous faites l'étude de toxicité, d'accord. Il y a des niveaux de toxicité. Il y a la toxicité aiguë, il y a la toxicité subaiguë, il y a la toxicité chronique, d'accord. Vous passez par ces études-là pour aussi définir la dose létale 50, qui est la dose maximale administrable à un rat de laboratoire, par exemple. D'accord. Quand vous déterminez la toxicité, quand la plante est toxique, vous l'abandonnez et puis vous continuez vos recherches avec d'autres plantes. D'accord. Maintenant, quand la plante a une certaine dose n'est pas toxique, d'accord, pour le poids corporel que fait le rat, alors là, on définit déjà le niveau de toxicité. Si vous pouvez continuer avec cette plante-là, vous continuez avec elle. Maintenant, après cela, il y a les études d'observation d'efficience, d'accord, bien d'évidence ethno-médicale, d'accord, qui disent que cette plante-là
peut agir. Il y a les études sur rate de laboratoire qu'on fait, d'accord? On peut administrer au rate de laboratoire une hypertrophie de la prostate, par exemple, et la traiter avec cette plante-là, voir les résultats que ça présente avant de passer aux études, aux essais cliniques, d'accord? Donc, c'est autant de paramètres pour pouvoir valider donc un produit. Est-ce que comme ça, le malade peut attendre tout le temps? La prostate a toujours tué, continue de tuer à ce jour. Les recherches, vous l'avez dit, sont en cours. Mais si le blanc allait jusqu'à identifier une seule plante pour l'Africain, ça vous a choqué en tant que spécialiste du domaine. Alors tout ce que vous venez d'évoquer, si l'Africain doit passer par cette étape, c'est qu'il se soumet encore à l'Européen. Et de ce point de vue, est-ce que c'est lui qui doit valider le produit qui doit nous soigner forcément? Merci, c'est un aspect très important de notre échange aujourd'hui. Aujourd'hui, des laboratoires existent, d'accord? Nous ne sommes pas forcés d'aller en Europe ou aux États-Unis. Toutes ces machines, ces produits qui doivent tester ces produits que vous avez évoqués, ces plantes-là, proviennent quand même de là-bas. Justement, malheureusement, nous ne sommes pas à ce niveau de développement industriel. D'accord? Nous ne fabriquons pas encore ces machines-là chez nous, d'accord? Mais puisque nous avons été à l'école du blanc, nous avons appris à manipuler ce matériel-là, nous pouvons, les gouvernements peuvent nous inviter à laisser ce matériel-là pour les acheter, pour les importer et pour que ces études-là soient faites localement. Maintenant, déjà au Bénin, dans la sous-région, il y a beaucoup d'efforts pour les recherches en médecine traditionnelle. D'accord? Donc, les laboratoires aujourd'hui sont équipés pour recevoir ces produits-là et pour les étudier. Quand nous prenons le cas du laboratoire de pharmacologie et toxicologie de l'Université d'Abou-et-Calavi, d'accord? Nous avons également le cas du laboratoire de pharmacologie et des huiles essentielles qui acceptent ces produits-là et qui les étudient aussi. Alors, merci donc à vous pour ces éclairages et ces apports. Évêque Bodéa, voilà donc autant de parcours pour pouvoir donc valider les plantes. Le temps que vous réagissez donc à ce parcours-là, les autres racines que vous avez qui traitent toujours la même affection. Il y a l'écorce de la racine de Cassinicola, ce que les gens appellent la roé. Ça fait la prévention. Ça fait la prévention de la prostate. Ceux qui ont commencé par sentir quelques effets, comme je dis, l'urgenterie par exemple, ceux qui ont des poussées difficiles, la mission, ils vont rapidement commencer par utiliser l'écorce de la racine. L'écorce de la racine, ou en cherchant la racine simplement, il y a l'écorce et tout en même temps. Donc, la racine de Cassinicola, ce que les gens appellent la rouée, ça agit sur la prostate. Et on associe ça avec la racine de papaye mâle, par exemple. La personne fait l'infusion et va se retrouver. Si le cas n'est pas encore si grave, c'est le cas grave, c'est le traitement efficace, mais la prévention. Il y a les racines de la prévention. On ajoute les racines aussi de chez nous, les gens qui appellent articulo. Le nom en français. Cassepina bonduc. Oui. Donc, les gens trouvent. Ça fait la prévention. Ça s'appelle la prévention. Nous avons ces racines-là chez nous. Il y a les graines, par exemple, de clous de giron, par exemple, pour pouvoir corriger les débuts de la prostate. Les graines de clous de girofle. Nous avons la graine de pastèque aussi, qui aide à régler ce problème-là. Donc, sur le marché, nous avons beaucoup de choses. Il y a les menthes, les persils de blanc, qu'on nous amène sur le terrain. Et il y a nos menthes aussi, les taillots, tout ça qui nous aide à régler le problème. Alors, par rapport au processus de validation, aller donc au niveau des laboratoires, identifier la molécule, passer par les taux de toxicité, et passer maintenant à l'étude clinique pour pouvoir donc valider finalement ce produit. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? C'est la méthode qui est sur le terrain, mais quelquefois, la réticence même des phytothérapeutes, c'est quoi? Notre réticence, c'est quoi? On se dit, tout ce que tu connais du produit, tu amènes et on va disqualifier ça. Alors que tu as déjà fait des essais cliniques, tu as déjà fait des essais à ton niveau sur pas mal de personnes qui ont eu de satisfaction et ils sont heureux. Et là, tu amènes au laboratoire et puis ils disqualifient. Est-ce que tu auras encore l'audace d'amener le produit pour se faire traiter? Ou
Ils vont te dire des choses, mais la toxicité, on va te dire des choses. Après, tu vas constater que les produits vont sortir. Ils vont faire sortir des produits. Et des racines que tu avais envoyées au laboratoire, tu vas constater que ces racines-là, on évoque dans ces produits. Donc tout ça là, donne qu'il y a un peu de réticence au niveau des thérapeutes. Oui. Docteur Orens, vous confirmez laboratoire ou je ne sais pas, des structures qui profitent quand même des recherches endogènes pour pouvoir donc innover à leur niveau? Bon, je ne partage pas totalement, je ne partage pas. Peut-être que ce n'est pas votre cas. Justement, je ne partage pas parce que le laboratoire est assermenté pour étudier votre produit. Mais vous savez quand même qu'il y a des étudiants, au-delà donc de la médecine, des étudiants qui crient quand même à ce que effectivement des maîtres de mémoire volent le fruit de leur recherche pour faire des publications. Ça ne manque pas. Donc au niveau de la santé aussi, ça peut arriver. Bon, c'est des cas rares, mais qui peuvent arriver. Je ne dirais pas que c'est faux. Mais je voudrais dire que quand vous allez pour des études pharmacologiques, d'accord, sur vos produits, vous n'avez pas besoin de donner le nom des plantes que vous avez utilisées avant que ces produits-là ne soient étudiés. D'accord? Donc, vous pouvez réduire en poudre vos produits, d'accord, les mettre dans son contenant, lui donner un nom, d'accord, le nom que vous comptez lui attribuer en fin de travaux. D'accord? Vous lui donnez le nom et le produit est étudié selon ce nom-là. Donc, on travaille avec les molécules retrouvées. Les tests d'activité biologique aussi confirment que ce produit-là contient des substances pouvant agir sur telle ou telle autre affection. D'accord? Après cela, les essais cliniques valident ce que vous avez. Alors, on va sortir bientôt de cette émission puisque vous avez évoqué la maladie de la prostate qui, à partir de 40 ans déjà, va menacer les hommes. Quels sont les aliments éventuellement, si vous en savez, les aliments à éviter? Oui, justement, l'évêque tout à l'heure parlait de la prévention avec les plantes. On ne peut pas vraiment prévenir, d'accord, les maladies de la prostate par les plantes parce que la personne n'en souffre pas encore, d'accord. Il faut être au devant du cas pour pouvoir le traiter, d'accord. Maintenant, en tant que pharmacologue, je dirais qu'il y a un certain nombre d'aliments qui ne participent pas au mieux-être de l'organisme, d'accord, et en particulier de la santé prostatique, d'accord. Il y a le café, par exemple, que les hommes ne doivent pas consommer, que vous ne veuillez pas contracter, développer une hypertrophie de la prostate, un cancer de la prostate, ou que vous en développiez déjà, alors là, il faut éviter la consommation du café. La consommation des liqueurs, vous devez les éviter, d'accord? Le sucre, le sel en abondance, et il y a plein d'autres que j'ai listés dans mes ouvrages que nous allons développer ici dans nos émissions. Merci donc à vous, Père Bodeya. On va sortir de cette émission. Je rappelle que dans la prévention ici, on parle de cas graves. Lorsque les missions sont difficiles et autres, il y a des racines qu'on peut utiliser. Alors, votre mot de fin? En tout cas, ce que je vais dire, il faut forcément qu'il y ait une signalisation pour qu'on puisse traiter efficacement l'homme. Traiter la santé de ceux qui souffrent de la prostate, les organismes qui sont en place, qui font le traitement. Il va aussi s'intéresser à la phytothérapie naturelle, traditionnelle, ce que nos parents nous ont laissé, pour qu'on puisse rester en signalisation pour pouvoir juguler le mal. Donc rester en synergisation et juguler le mal, c'est là le mot qu'il faut retenir donc de l'évêque Bodeya. Je rappelle que vous êtes père missionnaire catholique, traditionnaliste et exorciste à la fois, donc auteur de plusieurs ouvrages dont je suis mon propre guérisseur. Dr Orens Avouyansou, vous êtes pharmacologue, enseignant, chercheur. Vous dirigez aujourd'hui un institut qui travaille donc sur la recherche en phytothérapie et vous validez également certains produits issus donc de cette recherche-là. Merci à vous également. La prochaine fois, vous serez donc sur ce plateau avec vos ouvrages sur lesquels donc on aura donc à se pencher à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée donc à la recherche en phytothérapie. Est-ce que véritablement l'Afrique ne doit pas inventer ses propres standards pour valider ses produits afin d'être compétitif sur le marché? C'est une contribution, vous également apportez les vôtres afin que le débat puisse véritablement être bien riche. À bientôt sur Sika TV.